Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, je reçois à mon micro Émilie Martinez, Marketing Manager, et David Galliana, Chief Revenue Officer, tous deux représentants de la solution Buybox. Ensemble, nous vous proposons une vue d'ensemble du marché de la carte cadeau en France et en Europe, tout en vous partageant les meilleurs conseils et tendances que les marques doivent absolument savoir en 2025. Bonjour Émilie, bonjour David, merci beaucoup pour votre présence sur ce podcast d'e-commerce Nation. Alors, on va parler évidemment de carte cadeau et plus précisément de ce que les marques doivent absolument savoir en 2025. Mais avant cela, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle pour qu'on apprenne à vous connaître et de nous parler aussi de votre rôle chez Buybox que vous représentez tous les deux. Et bien, si Émilie, tu veux bien commencer par ta présentation et ton rôle chez Buybox. Eh bien, bonjour à tous. Alors, Émilie de chez Buybox. Je suis chez Buybox, je pense, depuis 8 ans. J'ai un petit peu arrêté de compter il y a quelques années. Je suis au service marketing. Donc, mon objectif, c'est créer beaucoup de contenu autour du marché de la carte cadeau, pour conseiller au mieux les marques, pour amener des éléments de pédagogie autour de la carte cadeau digitale, comment ça évolue. Et je vais laisser, je pense, David présenter en plus Buybox puisqu'il s'y connaît très bien. Transition parfaite pour David, à toi le micro. Ouais, très rapidement. Donc moi, je suis directeur des revenus chez Buybox. Le revenu, c'est quelque chose d'assez central chez nous. Ça va englober le marketing, les équipes commerciales et les équipes de relations clients. Un petit mot sur Buybox. Nous, aujourd'hui, on propose une solution 360 qui permet aux plus belles marques du retail et de l'e-commerce de disposer d'un programme carte cadeau scalable et performant. Donc, on accompagne un peu plus de 200 marques à l'international, ce qui représente quasiment un demi-million de volume en euros sur une année. Et on aime bien dire que à horizon 3-5 ans, les revenus d'un programme carte cadeau qui est géré qui sont gérés par Buybox représentent plutôt entre 5 et 7% du CA global de la marque. Très bien, merci pour votre présentation. On vous connaît mieux tous les deux, les deux speakers du jour. On connaît aussi votre marque Buybox avec les différents chiffres que tu as pu nous donner. Alors, on va parler évidemment de la carte cadeau, puisqu'on parle de Buybox. Peut-être une dernière question pour terminer cette introduction, cette présentation, on va dire même cette contextualisation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les cartes cadeaux sont devenues, je dirais, un enjeu stratégique pour les marques? Et justement, tu nous parlais de ces marques tout de suite, David, mais voilà, pourquoi selon vous la carte cadeau se fait de plus en plus grosse dans l'écosystème? Ça vient de quoi tout ça? Est-ce que peut-être Émilie, pour commencer, tu as une réponse à m'apporter? Alors, initialement, le marché français de la carte cadeau, on est même les seuls à avoir utilisé ce terme. C'était du papier, des bons d'achat, des chèques cadeaux, même j'irais plus loin, des chèques cadeaux multi-enseignes ou thématiques. Et de plus en plus, les marques, elles ont voulu récupérer un petit peu les bénéfices de la carte cadeau. Donc, on est allé sur une carte cadeau mono-enseigne. Et aujourd'hui, la carte cadeau, c'est même devenu... pour les marques qui le gèrent le mieux, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est une business unit. Donc, elle s'incorpore totalement dans les problématiques e-commerce et retail, donc à la fois dans l'acquisition, la fidélisation, l'activation commerciale, voilà. Ça s'intègre dans les stratégies omnicanal aussi. Et comme disait David, ça peut aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires si, bien sûr, le programme est bien challengé, bien organisé et structuré. Donc voilà, là, on arrive, je pense, en France, du moins, à une structuration assez forte du marché de la carte cadeau. Ceux qui ont pris le pas et qui ont un programme solide auront de l'avance. Ceux qui sont un petit peu en retard, ça va être de plus en plus compliqué de rattraper ce retard-là. Voilà. Pour moi, l'enjeu, il se situe ici. Très bien, oui, tu le disais tout de suite, jusqu'à 7% du CA, c'est ce que nous disait David aussi. On aura l'occasion de partager quelques chiffres dans quelques instants sur la deuxième partie avec un petit peu l'état des lieux et chiffres clés. Mais avant ça, pour terminer l'introduction, David, est-ce que tu as un élément ou plusieurs à ajouter sur cette question de pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu stratégique pour les marques, la carte cadeau? Ouais, peut-être pour synthétiser un peu ce qui a été dit, mais déjà, c'est un nouveau canal d'acquisition et d'activation
de clients, ça il ne faut pas l'oublier. Quand je parle d'acquisition, on est parfois sur justement des coûts d'acquisition qui sont plus bas que sur les autres canaux d'acquisition, donc c'est intéressant. C'est aussi un gros levier pour optimiser son cash flow et sa trésorerie. Ouais. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est devenu aussi un levier stratégique. C'est aussi un outil pour personnaliser l'expérience et pour renforcer la fidélité. Et enfin, je dirais que c'est aussi un outil qui permet de faire plus facilement cette transition vers l'omnicanal. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'historiquement, je pense que quand on parle de carte cadeau de manière historique, on a du mal à l'imaginer, que ce soit digital, avec tous les bénéfices que vous nous expliquiez tout de suite. En fait, il y a vraiment un enjeu, et comme vous le disiez tout à l'heure, entre 5 à 7% du CA, sous 3 à 5 ans, quand c'est bien géré, etc. Évidemment, ça dépend des marchés et de la mise en place, mais ça reste quand même un levier d'acquisition non négligeable. Je vous propose qu'on fasse un petit état des lieux maintenant, avec quelques chiffres, si vous en avez bien sûr. L'objectif de cette première question, cette première partie, on va dire, de l'état des lieux, c'est d'abord de faire une situation du marché des cartes cadeaux en France. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais voilà, si vous pouviez nous dresser ça, et si vous avez des chiffres récents à nous partager, ce serait avec grand plaisir. Une nouvelle fois, Émilie, allez, je te tends le micro pour une première réponse. Alors, le marché français, on estime le chiffre d'affaires autour des 8 milliards d'euros, avec une croissance, alors forcément, comme le marché devient de plus en plus mature chaque année, là on est autour des 5%, avant on était plus autour des 8-10%, donc voilà. On est sur une moyenne assez stratégique pour les marques et intéressante. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce soit en B2C ou en B2B, on pourra revenir sur les deux termes si jamais il faut les clarifier, mais la carte cadeau achetée en moyenne en France par un Français, c'est 50 euros. Ce qui est déjà intéressant. Ouais. En moyenne, ça veut dire que j'imagine, évidemment, puisque c'est une moyenne, qu'il y a des cartes cadeaux qui vont bien au-delà. Mais ça dépend du secteur, ouais. Ça dépend du par secteur, exemple, le tourisme, ça va être beaucoup plus. Dans le maquillage, cosmétique, parfumerie, c'est généralement un peu moins. Voilà, ça dépend vraiment du secteur. Donc, ça pèse 8 milliards en France, une croissance d'environ 5% sur cette dernière année, mais avant, c'était plus gros que ça. Et justement, ça a commencé un petit peu à se désacraliser. Il y a combien de temps, la carte cadeau, si tu as une réponse là-dessus? Je dirais, il y a 1 an ou 2 où les marques ont alors il y a encore des marques, il y a encore une marge de manœuvre, mais les marques ont compris l'enjeu, quand même global de la carte cadeau. Maintenant, systématiquement, on va chez une marque, il y a la carte cadeau si tout va bien sûr. Oui. Et de plus en plus de marques se lancent sur le B2B, donc on a des catalogues de plus en plus développés de cartes cadeaux mono-enseigne que les salariés ou des encartés de programmes de fidélité peuvent recevoir comme récompense voilà, dans le cadre. Donc c'est quand même relativement assez récent. Est-ce que David, tu as des éléments à apporter sur cette situation en France, ou sinon après on va pouvoir aussi comparer la France aux autres marchés européens? Je te laisse la parole là-dessus. Non, c'est vraiment le constat qu'on fait, c'est qu'on est passé de quelque chose qui était considéré comme un simple produit d'appoint, dans certains cas, à un canal d'engagement et de trésorerie assez clé. C'est la digitalisation de la carte cadeau qui tire aussi un peu la croissance. Et le B2B qui est, on l'oublie souvent, mais j'aime bien donner cette stat-là parce qu'elle est réelle, mais un programme carte cadeau, les revenus qui sont générés par le programme, ils proviennent à 2/3 du B2B. Donc, une fois qu'on a pris conscience de l'importance du B2B, en fait, derrière, on fait exploser complètement les revenus, quoi. Très bien, merci pour ce dernier chiffre. Et justement, donc là, on a parlé de la France. Comment est-ce que se positionne la France par rapport aux autres marchés européens sur ce sujet de la carte cadeau? On parlait de 1 ou 2 ans maximum depuis un petit peu le gros développement de la carte cadeau. Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'est pas encore ça dans les autres pays européens? Est-ce que vous pouvez dresser un panorama à ce sujet-là? Peut-être voilà, pour changer, David, pour commencer, et puis Émilie après. Ouais, écoute, la France, ça reste quand même un marché mature. Okay. Comme je disais, il y a une grosse adoption du B2B, montée rapide de la digitalisation. Après, si vraiment on prend, si on s'autorise à les mettre, ils sont sortis de l'Union européenne, mais bon, ils sont toujours en Europe. Il y a le Royaume-Uni qui est de loin le plus mature et le plus avancé. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'un marché à 8 milliards pour la France. Royaume-Uni, je crois qu'on est aux alentours de 12 milliards. Émilie me corrigera si je dis une bêtise.
Donc c'est vrai que eux ils sont assez assez en avance. Et après tu vas avoir d'autres pays comme l'Allemagne. Tu as une culture incentive employée qui est assez forte. Je crois qu'ils ont 50 € par mois en plus de leur salaire. Donc tu as un système qui est assez généreux. Tu as l'Espagne, le Portugal qui sont un petit peu en retrait. L'Italie qui se développe bien. La Belgique qui est un petit marché mais quand même assez dynamique, très sensible à la remise. Là, je parle vraiment sur la partie Ok. B2B et distribution. Et après, moi, j'aime bien toujours, je garde un œil sur les pays de l'Est parce que là aussi, il y a on va dire qu'il y a beaucoup de dynamisme. Et Mais c'est vrai que si je devais faire un top 3, je mettrais Royaume-Uni, France, Allemagne, mais on pourrait le challenger un petit peu, quoi. Mais tout ça pour dire qu'au final, la France, on n'est pas du tout en retard sur ce sujet de la carte cadeau, au final. Non, on est plutôt bien positionné, hein. Je dirais qu'on est en deuxième ou troisième position, suivant comment on regarde les choses, hein. Très bien. Est-ce que, Émilie, tu as des choses à nous dire à ce sujet-là? Est-ce que tu as des choses à corriger par rapport à ce que vient de dire David? Ouais. Non, franchement, c'est plutôt correct pour le coup. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est qu'au Royaume-Uni, la carte cadeau est vraiment ancrée dans le marketing quotidien des marques. Donc, va être beaucoup utilisée pour de la fidélisation, de l'acquisition client, que ce soit dans le plus petit resto du coin de la rue jusqu'à la grande marque. Il y a même des équipes dédiées à la carte cadeau sur beaucoup de grandes marques anglaises. Ok. Donc c'est vraiment bien structuré. Si on va en dehors de l'Europe, le pays qu'il faut le plus regarder si on veut avoir de bons exemples et surtout sur un gros marché, c'est les États-Unis pour le coup, qui sont les premiers sur la carte cadeau. Je dirais que en Europe, ça a commencé à bien se développer à partir de 2015-2016 avec un nombre d'acteurs autour de la carte cadeau, dont Buybox qui est arrivé Mhm. qui s'est centré totalement sur la carte cadeau en 2015, donc ouais, autour de 2015-2020 pour le marché européen, avec, comme disait David, certains pays un petit peu en retard. En fait, il suffit de voir pour savoir si un pays est en avance ou pas sur la carte cadeau. Comme a dit David, c'est 2/3 des revenus pour le B2B, c'est de savoir s'il y a des exonérations fiscales sur les récompenses employées avec notamment la carte cadeau. Ok. S'il n'y en a pas, c'est mauvais signe. S'il y en a, c'est très bon signe. Ok, Voilà. ouais, ça c'est une bonne référence que tu nous apportes. On en parlait tout à l'heure avec une accélération de ces 2 dernières années. Est-ce que peut-être pour conclure sur l'état des lieux et quelques chiffres clés, est-ce que vous pouvez nous apporter une raison de cette accélération ou peut-être les 2-3 points qui ont fait cette accélération pour résumer cette partie de l'état des lieux? Bah, Émilie, du coup, si tu veux bien Bah, continuer. comme disait David au tout début, ça va être la digitalisation, le fait de passer d'une carte cadeau physique en mode carte bancaire à une e-carte cadeau, donc digitale. Ça permet en fait d'enlever les freins de la carte cadeau physique, donc logistique, financier, pour aller beaucoup plus vite et instantanément sur des canaux de distribution ultra pertinents. Notamment, bon, pour le coup, pour la France, ça va être les plateformes CSE, avantages salariés. Mhm. Ça permet aussi d'augmenter la personnalisation, donc tout l'univers du gifting autour de la carte cadeau. On peut rajouter des visuels personnalisés, on peut choisir plusieurs visuels, on peut choisir exactement le montant, écrire un message personnalisé. Donc tous ces petits trucs, en plus, permet de valoriser le service carte cadeau côté particulier. Et petit à petit, alors par rapport au Royaume-Uni, on est encore un peu en retard, mais la carte cadeau est de plus en plus utilisée dans le marketing en France. Je pense notamment, moi je regarde souvent le groupe Fnac Darty, Ouais. Leclerc aussi l'utilise beaucoup, et Decathlon aussi. Bah, les enseignes à suivre si on veut voir les bonnes pratiques de la carte cadeau. C'est Merci pour ça. cet état des lieux et ces chiffres clés. Je vous propose qu'on parle un petit peu des tendances fortes à suivre. Et là, j'ai quelques petites questions, micro-questions, justement pour décortiquer ces grandes tendances de 2025. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite sous-question par personne. Comme ça, chacun à votre tour, vous allez me répondre. On a déjà pas mal parlé de digitalisation, mais est-ce que cette digitalisation est devenue la norme? Ça, c'est ma première sous-question. Est-ce que David, tu peux y répondre? Ouais, bah déjà, ce qu'on peut dire, ce qu'on voit en France, c'est que en 2024, on était sur du 50-50, donc Ok. 50% de cartes digitales, 50% de cartes physiques. Mais attention, on pourrait se dire, ah ben c'est 50-50, du coup, il n'y a pas une différence si marquée. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le canal digital, il croît Ouais. 2,5 fois plus vite que le format physique. Ok. Donc attention, dans quelques années, j'ai bien peur que
voilà, que le format physique soit... Enfin, peur, non, mais je pense que le format sera quand même de plus en plus marginal, même s'il reste important dans certains cas. On sait qu'il y a des clients qui apportent de l'importance au physique, au fait de pouvoir toucher. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que le digital est en train de prendre le pas. La digitalisation est-elle devenue la norme? Peut-être pas forcément la norme, mais va devenir la norme. En tout cas, c'est ce que tu nous expliques, si je résume bien. Ouais, alors c'est ma vision des choses par rapport à la lecture qu'on fait Oui, voilà. du marché, hein, mais c'est vrai que ouais, on pourrait tout à fait challenger ça. Mais si je pousse un peu le raisonnement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une évolution des attentes clients. Ils veulent de l'instantanéité, ils veulent de la personnalisation, et ça, on va le retrouver beaucoup plus souvent sur de la e-carte. La livraison en quelques clics, c'est instantané, hein. Une e-carte, ça peut se délivrer par email, par SMS, on peut l'ajouter sur son wallet mobile. Tout ce qui est design un peu de la carte, personnalisation, ben ça, c'est beaucoup plus pratique sur de la e-carte. Voilà, il y a ces aspects-là aussi qui sont liés à l'attente des clients qui font que la e-carte, pour moi, est en train de prendre le pas sur la physique. Très bien, merci David pour ce volet digitalisation. On va parler d'omnicanalité et justement, je me tourne vers toi, Émilie, pour la deuxième petite question. Comment bien intégrer la carte cadeau donc au parcours client? Tout ça, évidemment, dans une logique d'omnicanalité. Quelle est ta réponse? Bah, déjà, il faut partir du point le plus important, c'est qu'est-ce que veulent les consommateurs. Et il y a une étude qui a été faite en Europe où 53% des consommateurs donc européens veulent pouvoir utiliser leur carte partout, que ce soit en ligne, en magasin. Donc, il faut pouvoir, d'un côté, pouvoir acheter sa carte cadeau soit physique, soit digitale. Il faut encore proposer les deux pour moi aujourd'hui en France parce que les deux pour moi se complètent quand même pour les particuliers. Il faut qu'on puisse les acheter à la fois en ligne et en magasin et qu'on puisse les dépenser sur l'ensemble des points de vente de la marque. Parce que c'est un peu frustrant si on peut pas si on doit dépenser sa carte cadeau que sur le site internet et pas en boutique physique, c'est vraiment toujours un peu frustrant. Et puis en soi, la carte devient peu attractive puisque on peut pas, on est obligé de choisir son canal d'achat et on sait que les consommateurs aiment choisir ce qui lui convient le mieux. Mhm. Après, ce qui est important, c'est forcément, comme tout sujet omnicanal, j'ai envie de dire, omnicanaux plutôt, c'est que les équipes e-commerce et retail soient coordonnées, qu'ils aient les mêmes objectifs, une motivation certaine. Moi, je sais que sur certaines de nos marques, des fois, c'était soit l'équipe e-commerce, soit l'équipe retail qui était un petit peu frileuse parce qu'ils avaient peur que les ventes partent chez l'un et chez l'autre. Okay. Et en fait, nous, on a quelques stats à ce niveau-là, c'est qu'il y a des synergies qui sont là sur la carte cadeau. J'ai notamment 53% de cartes cadeaux achetées en ligne qui sont dépensées en magasin en moyenne, okay, et 22% des cartes cadeaux achetées en magasin qui sont dépensées en ligne. Donc, il y a quand même des synergies entre les deux canaux. Et voilà, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des objectifs communs et un travail d'équipe entre l'e-commerce et le retail pour que la carte cadeau fonctionne. En tout cas, les consommateurs, ce que je peux dire déjà, c'est qu'ils attendent et ils pensent c'est leurs attentes minimum, je pense, la carte cadeau omnicanal aujourd'hui. Très bien, merci pour ta réponse sur l'omnicanalité. On va parler et même reparler de B2B avec toi, David, tout de suite pour la question suivante. Et justement, comment est-ce que les marques peuvent-elles tirer parti de ce levier du côté B2B? Tu as déjà apporté quelques éléments tout à l'heure sur une autre question, mais est-ce que tu as des éléments en plus sur ce levier B2B? Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. Donc, je le rappelle parce qu'il y a des chiffres qui sont importants à marteler, hein, mais le B2B aujourd'hui, c'est 2/3 des revenus d'un programme. Je pense qu'à terme même, on ira un peu plus haut que ça. C'est pas impossible qu'on passe à 70-80% des revenus d'ici quelques années. Quand je parle du B2B, c'est important de le préciser aussi, il y a deux choses dans le B2B. Il y a la vente de votre carte cadeau en direct à des entreprises et il y a la distribution via des partenaires tiers. Donc voilà, je le dis bien pour qu'on fasse la distinction. Là, je vais m'attarder sur la première partie qui est la vente en direct à des professionnels. Et là, nous, ce qu'on voit comme tendance qui se dessine et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un programme B2B qui est performant, c'est le fait de proposer justement à ces entreprises, à ces professionnels, un portail dédié en self-service avec des fonctionnalités de personnalisation,
avec un système de remise, avec une facturation centralisée. Ça paraît normal dit comme ça, mais aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous amuser à faire le tour de certains gros acteurs et essayer d'aller acheter une carte cadeau en B2B. Vous serez surpris. Souvent, vous allez tomber sur un formulaire standard, bon, qui est déjà là, qui a le mérite d'exister, mais derrière, c'est que des actions manuelles et c'est pas du tout scalable. Donc, c'est vrai que nous, ça, c'est un problème qu'on adresse, notamment chez Buybox assez facilement. Et après, ouais, bien sûr, le gros du boulot là sur le B2B, c'est la distribution. Là, vraiment, si on veut pousser à fond les revenus d'un programme, il faut passer par la distribution. Et là, une fois de plus, il faut viser. Alors là, il y a plus un fonctionnement technique qui est de privilégier des intégrations via API. Je sais que dans l'ancien monde, on travaillait avec des fichiers de code, avec des trucs pas très optimales et peu sécures. Là, aujourd'hui, c'est fonctionnement par API. On est sur du temps réel, on est sur quelque chose de sécurisé. Et surtout, une fois qu'on a ça, après, être vigilant sur la stratégie. En fonction de qui je suis, à qui je m'adresse, on va pas recommander les mêmes choses aux marques. On va pas leur dire connectez-vous à tout le marché et ça va bien se passer. Non, cette stratégie-là, par exemple, c'est la stratégie d'un Amazon qu'on appelle stratégie d'ultra-ouverture. C'est-à-dire que comme il s'adresse déjà à qui touche beaucoup de personnes, oui, lui, il peut se permettre de se connecter à tout le monde, mais sur des marques premium un peu sélectives, on va les orienter vers des canaux différents afin de leur permettre de préserver leur image de marque tout en trouvant aussi une nouvelle source de revenus. Donc voilà, il y a quand même un boulot assez important à faire sur ce ciblage au niveau de la distribution pour pas tomber dans quelque chose qui pourrait devenir néfaste justement à terme. Ouais, vrai sujet du coup, le B2B. Merci pour tes réponses, David. Je me retourne vers toi, Émilie, une nouvelle fois, pour parler cette fois-ci des consommateurs qui achètent les cartes cadeaux pour eux-mêmes. Est-ce que c'est peu de consommateurs au final, ou est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est beaucoup de monde? Est-ce que tu as une réponse à ce sujet? Pour moi, ça devient de plus en plus important sur le marché français. Déjà, on a quelques stats. Alors sur le marché français, on n'a pas de stats, mais en tout cas, on en a sur les US, les Américains. On est à 59% qui achètent des cartes cadeaux pour eux-mêmes. Les Britanniques, on est plus autour des 47%. Et en France, c'est de plus en plus, mais ça passe surtout par des promotions. Par exemple, bon, je ne sais pas si on peut citer une marque, mais il y a une marque très connue de culture high-tech qui, chaque année, propose ses cartes cadeaux de 50 € à 40 € ou celles de 100 € à 80 € par exemple. Là, les consommateurs vont aller acheter cette e-carte cadeau, ils gagnent 10 € et après ils vont la dépenser en boutique. C'est comme si c'était une remise et ça permet d'amener du trafic. Il y a tous les systèmes marketing autour de la carte cadeau fait que la carte cadeau devient un outil de promotion et donc du self-use. On parle de self-use sur le marché de la carte cadeau pour les consommateurs français qui vont utiliser la carte cadeau pour eux-mêmes parce que ça vaut le coup. Voilà. On parlait tout de suite du B2B qui était un vrai sujet, mais le self-use, c'est aussi un vrai sujet. Oui. Par rapport aux chiffres que tu nous présentais, si je schématise, c'est quasiment 50%. Alors en France, je ne pourrais pas te dire la proportion. Je pense que c'est plutôt autour d'un tiers. Aux US et au Royaume-Uni, pourquoi c'est plus élevé? C'est parce qu'il y a beaucoup de campagnes marketing. Aux US, en plus, ils utilisent la carte cadeau pour gérer leur budget en ligne ou pour pouvoir accéder à un moyen de paiement sécurisé en ligne par rapport au marché français où on est un peu plus tranquille sur les paiements en ligne. Bon, Charles, tu connais mieux que moi ce sujet-là. Il y a moins de. Et puis pour la maîtrise du budget, je pense pas que les Français utilisent la carte cadeau. Je peux me tromper. En tout cas, aux US, il y a vraiment tous ces usages-là. Nous, on est vraiment sur. Il y a eu une campagne marketing chez une marque. La carte cadeau était intéressante. On l'achète, on l'utilise. Voilà. Pas vraiment comparable au final. Intéressant aussi d'avoir ces chiffres de ce qui se passe soit
chez nos voisins outre-Manche, soit à C'est l'autre bout ça. du monde, du Ben, côté des il y a États-Unis. le B2B aussi qui impacte forcément parce Ouais, qu'il y a, quand on reçoit une carte cadeau en récompense ou, par exemple, il y a des portails où on a accès à des cartes, grâce à notre CSE, à des cartes cadeaux avec moins 10%, moins 5%, on l'achète nous-mêmes et on va la dépenser nous-mêmes dans le ouais. magasin. Donc ça aussi, ça fait partie du self-use et ce qui permet aussi de faire grossir les chiffres. Très bien, bah, merci pour tes éléments de réponse sur le self-use. On a parlé donc de self-use, de B2B, d'omnicanalité, de digitalisation. Dernier petit sujet par rapport à ces tendances fortes à suivre, c'est la saisonnalité. Et je me retourne vers toi, David. Est-ce que cette saisonnalité reste un enjeu ou est-ce que c'est en train de se lisser petit à petit sur l'année? Comment est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Ouais, bah alors la saisonnalité, elle reste bien présente, mais comme on a une montée en puissance du digital avec une émergence de ce qu'on pourrait appeler des micro-occasions, bah, ça a plutôt tendance à lisser un peu les pics annuels. Alors Ok, attention, hein, on a toujours une concentration très forte des ventes en fin d'année, ouais, bien sûr. où là, forcément, bon, c'est une surprise pour personne, mais on voit de plus en plus d'acteurs qui déploient des campagnes ciblées sur les soldes d'hiver, les soldes d'été, Mhm. fête des mères, fête des pères, la rentrée. Et en fait, tous ces, j'aime bien parler de micro-temps forts, mais ça reste des temps forts en soi, ils vont permettre de capter des ventes additionnelles hors Q4 Ouais, et d'animer un peu le programme carte cadeau. Et, euh, et ce qu'on voit aussi, enfin, ce qui contribue un peu à ce lissage, c'est justement les e-cartes. Parce qu'elles sont disponibles instantanément, parce qu'on peut les intégrer au wallet mobile. Du coup, ça facilite les achats d'impulsion en ouais. dehors des périodes traditionnelles, quoi. Donc, ça joue aussi un rôle assez important. Mais bon, globalement, Q4 reste quand même une période incontournable. Très bien, bah, merci pour ces précisions et merci à tous les deux pour ce décryptage des tendances fortes et des différents sujets qu'on a pu aborder. Je vous propose qu'on passe maintenant à vos conseils, à vous, de spécialistes de la carte cadeau, conseils concrets pour les marques. La première question que j'ai pour vous, c'est justement pour les marques qui nous écoutent, qui veulent lancer leur programme de carte cadeau en 2025 ou juste optimiser celui qu'ils ont déjà en place. Quels seraient vos trois conseils, si on devait en garder trois? Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce que vous faites chacun un conseil? Peut-être Émilie pour commencer, puis David, puis Re-Émilie? Je vais laisser le deuxième conseil pour David parce que c'est son préféré. Ok, Non, mais le premier conseil que je dis, c'est surtout quand on est une grande marque, forte notoriété, c'est directement de réfléchir l'ensemble de l'écosystème du programme Carcado pour qu'il soit facilement industrialisable et automatiser au maximum toutes les tâches comme disait David tout à l'heure, sur les services directs aux professionnels, si on passe par des commandes manuelles, sachant qu'il y a à peu près 127 cartes cadeaux par commande et qu'on peut avoir plusieurs commandes par an juste pour une entreprise, ça commence à faire beaucoup et c'est pas scalable. Donc moi voilà, le premier conseil c'est penser scalabilité du programme Carcado, automatiser au maximum pour pouvoir grossir et arriver sur ces fameux 7% du chiffre d'affaires grâce à la carte cadeau. très bien. Donc, automatisation en conseil numéro un. Le conseil numéro 2, David, j'ai bien compris, c'est ton préféré. Alors, vas-y, Non, mais éclabousse-nous. Emilie, en plus, elle m'a fait la transition parce que justement, pour arriver à ces fameux 7%, euh, il faut capitaliser sur une chose et on l'a dit, et c'est pour ça on le répète parce que c'est super important, mais c'est le B2B. Oui, ok. Il J'étais faut sûr. absolument cocher cette case B2B aussi bien sur la vente directe que sur la distribution. Donc pour ça, euh, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un agrégateur en fait, Mhm. parce que l'agrégateur il va vous ouvrir tout de suite la possibilité de connecter 100, 120, 150 partenaires. Alors bon, dans certains cas, on va pas en connecter autant, mais en tout cas, il va vous faire gagner du temps pour adresser rapidement ce canal. Donc celui-là, il est incontournable pour moi. Très bien. Donc, le B2B, là, je pense que c'est peut-être le mot qu'on a le plus utilisé jusqu'à maintenant dans nos échanges, mais comme tu disais, c'est important puisque c'est vraiment un facteur de différenciation. Donc, il faut y aller sur le B2B. Et du coup, troisième conseil de ta part, Émilie, pour terminer. Ouais, bah troisième conseil, il paraît évident, mais finalement, il y a quand même,
on remarque des oublis chez beaucoup de marques, c'est de travailler en fait juste la visibilité du programme carte cadeau, que ce soit B2C ou B2B. B2C, il faut faire des campagnes marketing. Comme disait David, Noël, c'est quand même un grand temps fort. Et après, les autres temps forts, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, il faut aussi travailler la visibilité comme un produit finalement, la carte cadeau. À ce niveau-là, il faut faire des campagnes marketing autour, communiquer. Côté professionnel, il faut animer son CRM d'entreprise pour le service direct aux professionnels. Et côté distribution à des partenaires tiers type portail CSE, etc., il y a possibilité de se mettre en avant, de créer des bannières, d'être dans des newsletters du catalogue des partenaires tiers. Donc, ne pas hésiter aussi à tester ce canal-là qui est super intéressant à la fois pour la visibilité de la marque et pour la visibilité de la carte cadeau et maximiser les activations de carte cadeau sur le B2B. Donc voilà, c'est travailler la visibilité comme un autre produit, chose que des fois on oublie un petit peu de faire sur la carte cadeau. Visibilité, B2B, automatisation, ça c'est les 3 conseils clés que vous nous donnez. Maintenant, on va peut-être un petit peu prendre tout ça dans l'autre sens pour parler des erreurs fréquentes que vous voyez chez les e-commerçants. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de, je sais pas, un top 3 des erreurs fréquentes que vous voyez, qui peuvent être en lien bien sûr avec ce qu'on vient de se dire. Voilà, c'est juste pour résumer un petit peu notre échange. Allez David, je me retourne vers toi, on fait 1 sur 2, comme depuis le début. Ouais, je vais prendre le plus simple. On va commencer par le plus simple. Souvent, moi, ce que je vois, c'est une UX qui est trop complexe. Ok, Nous, en fait, ce qu'on préconise sur un achat de carte cadeau, c'est une seule page sur laquelle tu gères tout. Et aujourd'hui, on a des cas où voilà, on doit passer d'une page à une autre, on doit ajouter au panier. Enfin, vraiment, pour la carte cadeau, faut aller au plus simple. S'il y a vraiment un truc qu'on peut conseiller, c'est vraiment de simplifier au maximum l'UX pour que l'achat puisse se faire depuis une seule et même page, et si possible en évitant de passer par le panier d'achat. Voilà, c'est pas forcément nécessaire de passer par le panier, c'est bien d'avoir un process à part pour l'achat de cartes cadeaux. J'explique un peu pourquoi au passage. C'est que en général, ce qu'on ajoute au panier quand on est sur un site e-commerce, ça se transforme directement en chiffre d'affaires. Pour une carte cadeau qui est achetée, comptablement, ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est de l'avancée à compte. Donc, on ne le comptabilise pas de la même façon. Et c'est juste pour s'éviter de grosses complexités au niveau de la réconciliation comptable que je recommande vraiment d'avoir un parcours dédié pour l'achat de e-carte cadeau. ok, ouais, super intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que ça ne nous vient pas tout de suite à l'esprit, mais tu as tout à fait raison entre la différence d'un panier, je dirais classique, et le panier carte cadeau. Ouais. Il y a une différence à faire, tu as tout à fait raison, et merci de nous le préciser. Est-ce que, Émilie, tu as une erreur qui te vient en tête aussi, que tu croises régulièrement? Alors c'est plus une erreur stratégique, c'est-à-dire que des fois on va avoir des marques qui viennent à nous et en fait c'est une personne qui a été choisie dans une équipe qui alloue 5% de son temps sur la carte cadeau. Ok, Et comme je disais au tout début, l'enjeu c'est que la carte cadeau permet de répondre à plein d'enjeux commerciaux. Donc, il faut pouvoir avoir une équipe dédiée ou tout du moins avoir une personne dédiée et plusieurs, plusieurs leaders dans chaque service parce que la carte cadeau, en plus, c'est un projet qui est plutôt multiservice. Donc, comme dit David, il y a un enjeu comptable, l'intégration technique, forcément. Voilà, il y a plusieurs services qui sont en jeu. Donc, voilà, moi, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est que ça reste un projet annexe. Et forcément, qui dit projet annexe dit pas forcément d'objectifs clairs. Et pour moi, le meilleur programme carte cadeau, c'est structurer une équipe et surtout avoir un objectif qui soit aligné avec les objectifs en fait de la marque finalement, parce que la carte cadeau c'est quoi? C'est de la monnaie de marque, c'est une extension de la marque. très bien, merci pour cette deuxième erreur. On avait 3 conseils clés, est-ce qu'on va avoir 3 erreurs? Est-ce qu'il y a une dernière erreur qui vous vient en tête? Ouais, bon, David, on allez. pourra en ajouter. Franchement, on pourrait faire un podcast rien Ouais, j'imagine. qu'avec les erreurs. Je vais en ajouter une autre, bon, qui est assez classique aussi, je trouve, hein, mais c'est peut-être parce qu'on baigne dedans, mais c'est l'absence d'omnicanalité. Aujourd'hui, voilà, on a des cas où le retail et le e-commerce se parlent pas. Du coup, on a des cartes cadeaux qui vont être compatibles, activables qu'en boutique et pas sur le web. Des fois, on va même avoir 2 cartes cadeaux différentes. Enfin, ça,
faut vraiment éviter, quoi. Faut vraiment tout de suite, voilà, j'ai envie de dire, on est en 2025, bon, l'omnicanal, faut que ça devienne la norme, quoi. Ouais. Faut arrêter de se mettre des barrières entre retail et e-commerce, ça n'a plus aucun sens, ni pour les boîtes, ni pour le consommateur final. Voilà, et j'en ajoute encore un autre, mais je vais passer très vite parce que vous allez croire que je force vraiment, mais il y a le fait de sous-estimer le B2B, hein, bien sûr, ou de ne pas s'y intéresser, qui est en soi une erreur. Et si on devait en mettre un dernier, très rapide aussi, parce que celui-là, on le voit souvent, c'est d'ignorer un peu, de ne pas avoir en tête les datas, les KPI qu'il faut traquer, qui sont importants justement quand on a un programme carte cadeau. Parce que ça, c'est souvent, on a plein d'idées reçues sur la carte cadeau, tout simplement parce que soit on ne sait même pas comment mesurer la performance d'un programme, ou alors on le mesure pas du tout. Donc ça, c'est vraiment clé. Voilà, ça fait partie des erreurs pour moi à éviter. C'est tout de suite, il faut mettre des KPI clairs, mais encore faut-il savoir lesquels. Ouais. Et justement, ce serait lesquels indicateurs qu'il faudrait suivre? C'est quels KPI suivre pour justement bien piloter la performance, bien la comprendre aussi, la performance de ce programme carte cadeau? Tu vas avoir, là aussi, il y a pas mal de choses, mais on va partir de la base. Donc, tu as ton volume de cartes vendues en nombre et en valeur. Mhm. Tu vas avoir le délai entre un achat et une dépense, donc à quelle vitesse la carte va s'activer. Ok. Le panier moyen post-utilisation. Après, tu vas avoir des indicateurs plutôt d'usage, donc les paiements complémentaires. Celui-là, c'est un classique, on l'oublie souvent, on se dit une carte cadeau, c'est juste la valeur faciale qu'il y a dessus. Ouais. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, et souvent parce qu'on ne le mesure pas, ou alors on le mesure mais on ne pense même pas à le regarder, c'est OK, je viens de dépenser une carte de 50 euros, mais combien est-ce que j'ai dépensé en plus Mhm. pour finaliser mon panier? Et Ok. ça compte en fait dans le calcul du ROI Carrément. d'un programme carte cadeau. Après, il va y avoir la fréquence d'utilisation, l'usage en ligne versus magasin. Si on a mis en place la possibilité de mettre sa carte cadeau sur le wallet mobile, mesurer le taux de carte enregistré sur le wallet. Et après, moi j'en parlais un peu, il y a les indicateurs de rentabilité, hein, le retour sur investissement du programme, le calcul un peu basique, un peu simple, c'est mes ventes plus mes paiements complémentaires, moins mes coûts sur mes coûts. Et dans les coûts, bien sûr, il faut inclure le coût des prestataires, les commissions que je vais donner, la logistique, le support client. Et après, je finirai sur on va dire, des indicateurs stratégiques, le taux de nouveaux clients que ça m'a généré, les performances par canaux, si je travaille notamment sur la distribution ou même sur mes canaux classiques, est-ce que je vends plus sur mon site, sur mon application. Et je pense qu'on est On est pas bon mal. là ouais, ça fait déjà pas mal d'indicateurs. Après, l'idée c'est pas de tous les utiliser au départ. Je pense qu'il faut en choisir quelques-uns, mais par contre il faut s'y tenir. Il faut voilà, il faut regarder un peu régulièrement les résultats parce que c'est comme ça en fait qu'on va disposer d'une vue assez opérationnelle et à la fois aussi d'une vue stratégique. Ok. Quand je dis opérationnel, c'est un peu sur la partie activation, digitalisation où j'en suis. Et sur la stratégie, c'est plus OK, niveau rentabilité, acquisition, où est-ce que j'en suis. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster finement son programme carte cadeau et maximiser à la fois la croissance, mais aussi les marges. Tu disais tout à l'heure, c'était une des erreurs, la dernière que tu nous citais, c'était d'ignorer les datas. Bon, là, tu nous as donné pas mal de KPI, tu nous as donné pas mal de KPI à suivre. Et comme tu disais, il ne faut pas tous les suivre, mais ça permet d'avoir une belle vue d'ensemble sur votre programme, sur où mettre des ressources et du temps pour ajuster justement ce programme. Est-ce que, Émilie, tu as des éléments à nous partager en plus sur ces indicateurs avant qu'on passe à notre conclusion? Oui, alors, la première année quand on se lance sur une carte cadeau ou qu'on se lance la première année sur du B2B, ce qui est pas évident, c'est d'avoir les références. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les références sur quelle est la valeur faciale moyenne d'une carte cadeau vendue en France, quel est le taux de paiement complémentaire moyen, le taux d'expiration moyen, les commissions moyennes, puisque c'est le business model du B2B pour pouvoir un peu se situer sur nos propres performances, surtout la première année. Après, les années suivantes, c'est plus simple de se repérer par rapport à sa première année de test,
voilà, c'est toujours important d'avoir une vue un peu des performances, surtout sur la verticale, parce que forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cosmétique, ça va pas être du tout la même chose que Mmh. tourisme et voyage, quoi. Très bien, merci à tous les 2 pour vos conseils. On a aussi parlé, hein, des erreurs fréquentes, donc qui sont, un petit peu des conseils masqués justement, des choses à ne pas faire et puis quelques indicateurs à suivre justement pour piloter au mieux la performance d'un programme carte cadeau. Je vous propose qu'on se dirige, doucement mais sûrement vers notre conclusion. Selon vous, 1re petite question de cette conclusion, c'est quoi la grande opportunité liée aux cartes cadeaux en 2025? Au moment où on enregistre ce podcast, hein, on est au milieu de l'année, mais justement, qu'est-ce que vous, avez vu sur le début d'année? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, sur à la fin d'année, voilà, les grandes opportunités ou la grande opportunité de la carte cadeau en 2025. Émilie, si tu veux bien apporter ta réponse. David va être content parce que je vais dire une phrase qui regroupe un petit peu tout ce qu'il a dit, c'est d'industrialiser et automatiser au maximum le B2B et couplé à ça Ok, avec une vraie intégration omnicanale de la carte cadeau, donc que la carte cadeau soit dépensable partout parce que ça va aussi jouer sur l'expérience B2B. bien sûr. On va avoir un salarié qui va avoir une carte cadeau d'une marque et puis il va découvrir qu'il peut la dépenser que en ligne, alors qu'il aurait préféré la dépenser en boutique, par exemple. Et ça, je sais qu'il faut que le B2B soit couplé à l'omnicanalité pour qu'on puisse avoir tous les cas d'usage de la carte cadeau. Merci Émilie. Et bah du coup, David, tu peux pas parler de B2B puisqu'Émilie vient d'en parler alors. Quelle est Ouais, selon mais toi la grande opportunité? je vais faire, j'aime bien faire des synthèses des fois pour qu'on retienne bien, mais pour moi, la plus grande opportunité, c'est de transformer la carte cadeau d'un simple moyen de paiement occasionnel en un véritable levier d'engagement continu avec des revenus récurrents. En gros, Ok, ça veut dire en faire un peu la porte d'entrée d'un écosystème digital qui va alimenter votre CRM, fidéliser vos clients et ouvrir la voie de nouveaux modèles de monétisation. Voilà. merci David. Donc, industrialiser le B2B plus l'omnicanalité, transformer la carte en levier d'engagement, si on doit résumer, il y a les deux grandes opportunités que vous venez de nous donner. Et si vous deviez chacun résumer allez, l'évolution du marché de la carte cadeau, allez, on schématise, mais en une phrase chacun, quelque chose d'assez court, ce serait quoi Émilie, une nouvelle fois, pour terminer, je te retends le micro. Bon, on est passé du chèque cadeau à la carte cadeau et aujourd'hui, la carte cadeau, c'est plus qu'un cadeau, c'est un outil business pour la marque et ça fait partie, bon, je mets beaucoup de virgules, hein, mais c'est N'hésite pas. et ça fait partie de tout ce qui est stratégie monnaie de marque avec les points de fidélité, les éventuels bons d'achat, voilà. Donc il faut l'intégrer totalement dans les réflexions de l'entreprise comme outil business. Très bien. Et David, je te retends le Ouais, micro pour l'évolution du vous marché. allez être déçus. Franchement, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Émilie, donc ça me va très bien. C'est parfait. Et peut-être pour vraiment conclure et terminer cette conclusion, conclure cette conclusion, c'est beau aussi ça. Je peux chacun vous laisser un petit mot de la fin pour résumer ce qu'on vient de se dire et les grandes tendances, et aussi résumer la thématique de notre échange aujourd'hui, le futur des cartes cadeaux en France, ce que les marques doivent absolument savoir en 2025. Émilie, je te laisse ton mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est prenez le temps cet été entre deux passages à la plage pour revoir un petit peu où vous en êtes de votre programme Carcado pour être prêt pour Q4 qui est encore un grand temps fort de la Carcado. Voilà. Merci Émilie et David, ton mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est que la carte cadeau, c'est un moteur de croissance, un outil de trésorerie et un levier d'engagement à part entière. Et le défi pour les marques en 2025 et sur les années à venir, ça va être de la transformer en une expérience digitale, omnicanale, pilotée par la data, ouverte au partenariat pour qu'elle devienne un peu le cœur battant de la relation client, du premier clic jusqu'au réachat. Très bien, eh bien, merci à tous les deux pour votre présence sur ce podcast d'e-commerce Nation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec Buybox du côté de d'e-commerce Nation, mais on n'avait encore jamais enregistré de podcast. Vous avez aussi votre podcast, tous les deux. Vous décryptez les stratégies et les programmes de cartes cadeaux de différentes marques. Donc voilà, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter aussi Émilie et David qui décryptent tout ça. Ça a été un plaisir de vous recevoir, hein, vous tous les deux qui représentez Buybox. On a parlé évidemment de la carte cadeau, de l'état des lieux, des tendances fortes. Vous avez aussi donné tous vos conseils.
quelques indicateurs clés à suivre, et puis cette conclusion pour l'avenir de la carte cadeau. Dans tous les cas, c'était un plaisir de vous recevoir. On aura peut-être l'occasion de refaire un exercice semblable dans peut-être 12 mois pour évoquer justement l'évolution de la carte cadeau et comment ça a fonctionné, non? Bah, avec plaisir, hein, Charles. Franchement, Ouais. nous, on aime bien partager. Ça fait partie de notre ADN aussi chez Buybox d'être hyper transparent sur justement ce qui se passe sur le marché de la carte cadeau, parce que historiquement, c'est quand même un marché qui est relativement opaque. Donc nous, on vient apporter un peu cette transparence. Donc avec plaisir pour partager des insights, des astuces, tout ce qu'on peut donner, on le donnera avec plaisir. Merci à vous une nouvelle fois pour votre temps. Et puis vous qui nous écoutez, hein, si vous voulez en savoir plus sur Buybox, déjà vous pouvez aller évidemment sur le site de Buybox. On va vous mettre tous les liens qui vont bien. Vous pouvez aussi évidemment contacter Émilie ou David sur LinkedIn. Vous les trouverez facilement. Et puis Émilie, David, je vous souhaite une très belle continuation donc sur ce marché de la carte cadeau et plein de belles choses pour la suite. Merci encore pour votre présence. Merci Charles. Merci Charles. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.